Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du jeu Solomon Kane. Donc, Solomon Kane, c'est un gros jeu d'aventure coopératif. C'est un Kickstarter. Il y a d'autres canaux pour se procurer ce jeu-là. Et ça, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Je vais parler des concepts du jeu sans aller dans le détail des règles. L'objectif, c'est d'essayer de vous transmettre un petit peu les sensations que peut procurer ce jeu-là. Et puis je distillerai mon feedback un petit peu au fur et à mesure de cette revue. Et puis en deuxième partie de vidéo, je donnerai un feedback un petit peu plus général, on va dire. Voilà. Je vais faire une revue assez longue, c'est un gros jeu, donc vous êtes prévenus. Je vais être très verbeux, je pense, un petit peu comme sur la revue de Tainted Grail. J'ai peut-être juste détaillé un petit peu le contexte en commençant par ouvrir les boîtes, puis je couperai histoire de mettre en place le matériel, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Et puis je vais mettre des timers si jamais le background du jeu vous intéresse pas. Vous pouvez tout de suite passer à la partie où je commence la revue. Je profite également de cette introduction pour juste m'excuser en fait sur un point. Ça fait très longtemps que je poste pas de vidéo et j'avais dit que j'allais poster des parties. J'ai également pas eu le temps de répondre à des commentaires dernièrement. Je vais le faire, ou je le ferai juste avant de poster cette vidéo-là. Même si j'ai pas d'engagement ferme, voilà, je voulais juste vous dire que je suis désolé en fait d'avoir annoncé ça alors que je l'ai pas fait. On va dire que ces derniers temps, mon esprit il était un petit peu malheureusement occupé par certaines choses. Bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aurais voulu poster d'autres vidéos plus récemment, mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc désolé pour ça. Par contre, les parties que je devais poster dans l'immédiat, j'ai commencé à les monter. Donc là vraiment, d'ici 2 ou 3 jours, je vais uploader des trucs. Voilà. Donc je vais juste parler un petit peu du background avant de faire la revue de Solomon Kane. Puis je commence à ouvrir un petit peu les boîtes tant qu'à faire. Du coup, Solomon Kane, ça prend place dans un univers qui a été créé par Robert Howard. Les aventures qu'on a dans ce jeu-là, elles sont directement tirées des nouvelles de Howard. Et puis, elle narre en fait les périples, les aventures de Solomon Kane. Alors, qui est décrit comme étant un puritain, si je me rappelle bien, qui chasse les forces du mal. Solomon Kane, c'est une œuvre qui a beaucoup influencé plein d'auteurs contemporains. Je pense qu'il a donné naissance à un archétype qui a été, je dirais, popularisé par des jeux comme Warhammer, le jeu de rôle fantastique, et d'autres jeux vidéo, qui est l'archétype du répurgateur. Le répurgateur, c'est un petit peu le chasseur de monstres, on va dire, le chasseur de sorcières, le personnage solitaire, en fait, un petit peu sombre, qui chasse les forces du mal, qui peuvent également s'incarner à travers des actes humains, en fait. C'est pas forcément à travers des créatures fantastiques. Néanmoins, dans Solomon Kane, il y a du fantastique. Ça se déroule, alors je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est au XVIe ou au XVIIe siècle en Angleterre, on va dire, et c'est ce que moi j'appelais à l'époque, je ne sais pas si le terme il existe, mais de la Renaissance fantastique, un petit peu pour faire le pendant avec du médiéval fantastique. Et dans ce jeu-là, tous les personnages, en fait tous les joueurs, pardon, vont se partager le contrôle de Solomon Kane, donc ce puritain, moi je l'appelle un répurgateur, donc je vais dire ce répurgateur qui traque les forces du mal. Solomon Kane, alors ça fait très très longtemps que j'ai lu je les ai lus quand j'étais petit en fait, hein, moi. Howard, j'avais découvert Conan, bien sûr.
j'avais découvert, je ne sais pas si c'était Krul ou Kul, le barbare qui était déjà roi en fait, qui avait été écrit avant Conan. Et puis Solomon Kane, c'est un personnage qui est guidé par sa foi, on va dire, j'allais dire qui est guidé par sa foi, c'est un personnage qui est guidé par ses principes en fait pour moi. Dans mon souvenir, c'est quelqu'un qui file droit, il est droit dans ses bottes, il est guidé par ses principes, par son instinct même, par sa foi, mais c'est pas le personnage dans les aventures qui avait beaucoup d'états d'âme en fait. En tout cas, ses états d'âme, son histoire, elle n'était pas explorée. Et c'était des aventures qui étaient alors, c'est très. Robert Howard, c'est super, hein, mais il faut replacer ça dans le contexte, en fait. Moi, je trouvais ça très très bien écrit. Aujourd'hui, si je devrais recommander une œuvre similaire, ce serait pas forcément les bouquins originaux, parce que parfois, il faut pas recommander une œuvre séminale. Et quand l'œuvre elle a été tellement digérée et absorbée dans la pop culture, il y a parfois d'autres œuvres vers lesquelles se tourner. Si vous voulez essayer de... Si l'esthétique, en fait, si vous êtes moins familier avec ce genre d'univers et cette esthétique, en film, je pense que... Alors, hormis les adaptations qu'il y a eu, Solomon Kane ou du Van Helsing, que je trouve vraiment... alors, c'est personnel, hein, pas terrible, terrible. Il y a peut-être le Pack des loups, d'ailleurs, ça fait penser à une des aventures, une des nouvelles, en fait, de Solomon Kane, très fortement inspiré. Euh, En série, il y a une série que j'avais vue sur Netflix qui était, alors pas fantastique pour le coup, mais en termes d'esthétique, je pense qu'elle est assez intéressante. C'était la bande de Yann Delit qui raconte, alors ça se passe dans les Flandres, je crois. C'est une petite série, entre guillemets, qui a été produite par la télévision hollandaise qui raconte l'histoire d'un Robin des Bois. C'est inspiré de faits réels. C'est pas fantastique, mais par contre, il y a une esthétique dans cette série avec des décors très désaturés, un peu crades comme ça, qui moi m'évoque Solomon Kane. Et en parlant de série, euh, quand j'ai commencé à jouer au jeu, je sais pas pourquoi, mais ça m'a rappelé une série que je regardais quand j'étais petit, donc j'ai aucun souvenir parce que j'étais beaucoup trop petit, je devais avoir 3 ou 4 ans. Mais je me rappelle du générique, c'était Dick Turpin, parce qu'on voyait en fait une pleine lune avec je crois une diligence comme ça. Je me rappelle vraiment du générique, et ça m'évoquait Solomon Kane. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux, et c'est une des raisons qui m'a fait intéresser à ce jeu-là. Voilà. Je vais réorganiser peut-être un petit peu la table, j'ai juste coupé en fait. Normalement je fais pas trop ça, je fais mes revues d'une traite. Mais là, comme c'est très compliqué de mettre le jeu en place, je fais juste une petite coupe et puis je commence à vous expliquer un petit peu les concepts de ce jeu-là. Alors, j'ai disposé sur la table différents éléments du jeu, enfin un échantillon, hein, d'accord, des différents éléments du jeu pour matérialiser un petit peu ce que je vais évoquer dans cette revue. Donc Solomon Kane, comme je le disais, en intro, c'est un jeu coopératif qui joue de 1 à 4. C'est un jeu d'aventure, je vais rester assez haut niveau pour l'instant, en disant que c'est un jeu d'aventure dans lequel on va tous diriger Solomon Kane. On va diriger Solomon Kane de façon indirecte, on va dire, à travers l'utilisation d'actions de différentes vertus. Alors, pour l'instant, imaginez, si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de ce jeu-là, c'est un petit peu comme s'il y avait différents joueurs autour de la table qui se partageaient le contrôle d'un personnage. C'est à travers ce personnage qu'on a différentes interactions, de combattre, de se déplacer, de discuter, etc. Et puis c'est un petit peu comme si autour de la table, il y avait un personnage. Alors, la comparaison, elle est pas adaptée, mais c'est juste pour vous faire une idée dans un premier temps en étant macro. C'est comme s'il y avait un joueur qui contrôlait plutôt les pieds, un autre peut-être plutôt les bras, un autre peut-être la partie
je sais pas, la partie émotive de son cerveau, puis un autre la partie peut-être plus réfléchie, des choses comme ça. Voilà. C'est comme si on se partageait un petit peu le contrôle du corps de Solomon Kane. Quand on veut jouer à une aventure de Solomon Kane, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va choisir une aventure parmi toutes celles qui nous sont proposées dans la boîte de base. Donc moi, là, ce que je possède, c'est la boîte de base. Ce Kickstarter, il y aura 2 vagues. Dans la boîte de base, il y a déjà un bon paquet d'aventures. Et dans la deuxième vague, il y aura des extensions pour jouer des aventures dans des environnements différents, on va dire. Sur la première vague, il y avait également une autre aventure d'introduction qui pouvait être achetée, ou bien si vous étiez un early backer, ce n'était pas mon cas. C'est tout à fait dispensable, des scénarios d'introduction, enfin des aventures d'introduction, il y en a suffisamment dans la boîte de base, donc vous achetez la main du destin, ou la main droite du destin, je crois. Je pense que c'est totalement dispensable. Et puis moi, dans cette revue-là, c'est peut-être intéressant de préciser que j'ai joué la plupart des aventures qui sont en un acte, donc c'est les petits livrets. Donc ça j'ai joué, ça j'ai joué, ça j'ai joué, Bruit d'ossement aussi j'y ai joué. Et puis j'ai eu l'occasion de jouer à ce jeu-là en solo, et à plusieurs. Je vais discuter du solo plus particulièrement plus tard dans la vidéo, je ferai peut-être un point dessus. Mais par défaut, quand je vais évoquer des éléments de ce jeu-là, et même quand je donnerai mon feedback, si jamais je précise pas que c'est du solo, je vais prendre l'angle du coop, d'accord? Donc moi, ce que je vais évoquer là, c'est mon feedback, et puis ce que j'évoque là en termes de concept, même si jamais ça se ressemble au niveau des règles, c'est le résultat de mes expériences coop, et puis je ferai un point sur mes expériences solo plus tard. Et puis, comme on peut le voir, il y a des gros... Alors, il y a des livrets d'aventure qui sont assez fins, et il y en a d'autres qui sont plus gros. Ceux qui sont assez fins, il y a un seul acte, et ceux qui sont plus gros, il y a 2 actes. Et puis il y en a un qui est le plus gros de tous, qui est en 3 actes. Moi, j'ai pas joué les aventures en 2 actes ou en 3 actes. Ça n'influence pas du tout pour expliquer un petit peu les concepts du jeu. En termes de feedback, peut-être que sur le plan narratif, je pourrais rajouter des choses plus précises si j'avais joué ces aventures, c'est pas le cas. En tout cas, moi je pense que j'ai assez d'éléments pour faire cette revue-là. Donc, la première chose que vous faites quand vous voulez jouer à Solomon Kane, c'est prendre une aventure, sélectionner une aventure, et dans ce livret d'aventure, vous allez trouver au tout début les différents éléments qu'il va falloir sélectionner pour jouer toute cette aventure, donc les figurines, les plateaux qui sont utilisés, le paquet de cartes découvertes, alors c'est pas celui qui correspond à cette aventure, mais c'est pas grave, le paquet de découvertes, etc., etc. Vous avez également un plateau avec des valeurs de départ à mettre en place, donc vous avez des tokens ici, que vous allez placer sur ce plateau-là, avec des valeurs de départ. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Et puis, ce livret d'aventure, comment est-ce qu'il est structuré? Eh ben, il y a différents chapitres. Et puis les chapitres, ils sont de 2 types. Il y a ce qu'on appelle des chapitres récits et puis des chapitres scènes. On va dire que les chapitres récits, c'est des chapitres sur lesquels vous évoluez pas sur un plateau de jeu. C'est des chapitres qui sont là pour faire avancer un petit peu le récit, on va dire, qui peuvent amener de la prise de décision en termes de scénario. C'est des chapitres d'histoire, on va dire, voilà, ça s'appelle chapitre de récit, c'est ça. Et puis les chapitres scènes, c'est vraiment dans ces chapitres-là où vous allez avoir l'occasion de jouer en guillemets. C'est des chapitres sur lesquels vous allez évoluer sur une aire de jeu, donc sur des tuiles. Vous allez contrôler donc une figurine, vous allez faire déplacer différentes figurines, vous allez être confronté à différents adversaires,
Et puis vous aurez des interactions avec différents éléments du jeu, comme dans un Ameritrash un peu plus classique, on va dire. Et donc l'aventure que vous allez vivre ici, c'est une aventure qui est non linéaire. Vous enchaînez pas les chapitres les uns après les autres. En fonction des succès que vous pouvez avoir sur un chapitre ou des choix que vous faites, bah, vous allez être orienté sur d'autres chapitres. Par exemple, souvent le premier chapitre, c'est un chapitre qui vous donne un petit peu le contexte de l'aventure, où est-ce que Solomon Kane arrive. C'est souvent un chapitre de récit, mais pas tout le temps. Et puis à l'issue de ce chapitre-là, bon là par exemple c'est pas le cas, je crois. Si c'est le cas, à l'issue de ce chapitre-là, ben, peut-être qu'en fonction du succès que vous allez avoir sur ce chapitre-là, vous allez être orienté sur un certain chapitre ou un autre, et puis peut-être que vous allez avoir un choix scénaristique, et puis en fonction de ce choix scénaristique, vous allez être orienté sur un chapitre et un autre. Ce qui vaut pour les chapitres récits à ce niveau-là, ça vaut également pour les chapitres scènes, en fonction de certains choix que vous allez faire, ou de certains succès que vous aurez dans les chapitres scènes, et ben vous allez être guidé vers d'autres chapitres. Et donc de façon non linéaire, comme ça, vous allez enchaîner chapitre après chapitre, et vous allez alterner des chapitres récits, des chapitres scènes, donc des chapitres sur lesquels on se concentre un petit peu plus sur l'histoire, il y a très peu d'actions à faire, et puis des chapitres sur lesquels on joue vraiment sur la surface de jeu. Alors, quand vous avez fait toute votre mise en place de ce jeu-là, et que vous allez commencer à jouer un chapitre, vous allez chaque fois respecter la même structure, que vous soyez dans un chapitre scène ou dans un chapitre récit, c'est exactement pareil, le déroulement il est très similaire, c'est juste que les interactions la richesse des interactions les interactions sont pas les mêmes. Par contre, la structure des tours, elle est sensiblement identique. Donc chacun des joueurs qui incarne une vertu, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, qui permet de contrôler donc je le rappelle, qui permet de contrôler donc les actes de Solomon Kane. Chacun des joueurs va jouer à tour de rôle. Il y a un joueur qui va pouvoir exécuter un certain nombre d'actions. Je vais également vous expliquer comment ça se déroule. Et puis après ça, c'est au tour du jeu, entre guillemets, de jouer contre vous. C'est la phase de ténèbres, on va tirer une carte de ténèbres. Et puis après ça, ça va être le joueur suivant qui va pouvoir effectuer un certain nombre d'actions. On va tirer une carte de ténèbres, etc., etc., etc. Et pendant un tour, on a chaque fois les mêmes éléments qui sont déroulés, que ce soit un chapitre récit ou un chapitre scène. Alors, comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on interagit concrètement dans ce jeu-là? Que ce soit un chapitre récit ou un chapitre scène, pas de différence. Chaque joueur contrôle une vertu. Alors, une vertu, ça permet d'interagir en fait avec le jeu à travers un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir payer. Et la mécanique principale de ce jeu-là, elle est basée sur des dés. C'est à ce point de vue-là, je pense, vraiment un jeu de dés. Le core système du jeu, c'est vraiment un jeu de dés. Et quand je dis que c'est un jeu de dés, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément... c'est pas un jeu avec des dés, quoi. C'est un jeu avec des dés, bien sûr, mais c'est vraiment un jeu de dés. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, au sens où un jeu comme One Deck Dungeon, ou bien Role Player, ou bien le Signe des Anciens, peut être. C'est-à-dire que le core système du jeu, c'est vraiment de lancer les dés, de faire des combinaisons, d'évaluer statistiquement en fait quels sont les meilleurs choix, et puis ces dés servent à payer en fait un nombre d'actions. Ces dés, vous pouvez les utiliser pour vous-même, vous pouvez les attribuer ou les partager avec d'autres joueurs, on va dire. Mais c'est profondément un jeu de dés, donc il faut avoir une notion statistique et une logique combinatoire autour des dés, comme on trouve dans les autres jeux de dés. Et ces jeux de dés vous permettent de déclencher des actions. Alors j'ai dit que je n'allais pas rentrer dans le détail des règles, c'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on peut exécuter. Ça
Ça peut aller, comme je l'ai dit, de l'exploration jusqu'au combat, jusqu'au mouvement, jusqu'à de la discussion. Et puis il y a d'autres actions qui vont être dévoilées à travers des cartes, à travers des cartes, des cartes découvertes. Et chaque fois, vous avez un certain nombre de dés que vous pouvez lancer. Et puis ces dés-là, vous pouvez soit les poser sur des zones comme celle-là, pour déclencher comme ici une action d'exploration. Alors là, c'est pas du tout les bons symboles, hein, il faut avoir les bons symboles. Soit les économiser, soit les partager avec d'autres joueurs, comme je le disais. Et puis chacune des vertus a un petit peu son domaine de spécialisation. Par exemple, pour justice, ça va être de faire de la discussion ou bien de poser des jetons lumière qui sont assez importants. Je vais revenir sur cet aspect-là dans le jeu. Pour tempérance ici, c'est l'exploration, le mouvement, ce genre de choses. Et puis pour courage, ce sera peut-être le combat, etc. etc. Vous avez votre plateau de vertus, vous avez une figurine qui n'interagit pas directement avec les éléments du jeu, mais qui peut apporter des bonus en fait à Solomon Kane, quand vous êtes sur une phase de scène. Et puis vous avez également un certain nombre de cartes qui vont vous permettre de déclencher des actions supplémentaires. Chaque vertu en fait a des cartes avec des actions supplémentaires. Vous allez poser comme ça des cartes à gauche, à droite de votre plateau, et vous allez pouvoir renouveler en fait au fur et à mesure du jeu les cartes, donc les actions que vous avez à disposition, et chaque vertu a donc à son deck avec ses spécificités. Voilà, pas la peine de rentrer un petit dans le détail des règles à ce niveau-là, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez à jouer, la première aventure que vous allez vivre, en fait, le premier chapitre, va vous donner en fait un certain nombre d'objectifs à accomplir. Et puis vous allez également avoir un paquet découverte comme celui-là, que vous allez révéler avec du texte narratif et puis des éléments en fait. Alors parfois il y a des actions supplémentaires, parfois il y a des objectifs supplémentaires, etc. Et à partir de là, vous commencez à jouer. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer en fait tout ce que je viens de dire, des exemples très très simples en fait, pour illustrer un petit peu comment est-ce qu'on joue. Supposons que vous jouiez un chapitre récit. Vous pourriez avoir, par exemple, comme objectif ici, de persuader quelqu'un de faire quelque chose. Donc vous allez peut-être avoir des actions de discussion, vous allez pouvoir, c'est pas le cas ici, d'accord. Vous allez peut-être avoir des actions de discussion que vous allez pouvoir entamer. Les actions de discussion, il n'y a pas toutes les vertus qui peuvent le faire. Donc il va falloir s'organiser un petit peu dans quel ordre on joue. Les cartes ténèbres, en fait, ici, quand c'est le jeu qui joue contre vous, elles vont vous apporter un certain nombre de malus. Quand vous êtes dans une phase récit, ça peut être de faire évoluer en fait les curseurs ici pour descendre en fait votre niveau de compassion, de lucidité, force, etc. ou augmenter le danger, ou d'autres choses. Et puis quand vous êtes sur une phase scène, ça va être de faire bouger les figurines. Supposons, donc pour revenir dans notre exemple, on est dans une phase récit, et puis on doit essayer de persuader quelqu'un de rallier notre camp. Un exemple totalement fictif. Peut-être que la carte découverte va nous donner des moyens d'interaction supplémentaires que la discussion pour essayer de persuader cette personne-là. C'est un exemple. Peut-être que l'action de discussion en termes de difficulté, en termes de ce qu'on peut faire, sera directement décrit sur ce livre-là. Peut-être que si vous réussissez une discussion, à ce moment-là, vous allez devoir chercher une autre carte découverte qui va vous dire, tiens, vous avez réussi à discuter, ça s'est bien passé, vous avez réussi à discuter, mais ça s'est pas très très bien passé. Donc vous allez prendre différentes cartes découvertes qui vont faire avancer, en fait, le chapitre en cours. Donc le chapitre en cours, on le déroule
Dans les chapitres scènes, en se baladant, en interagissant avec différents éléments qui vont vous faire tirer des cartes découvertes. Et puis, de la même façon, dans le chapitre récit, c'est en accomplissant un certain nombre d'actions qui sont décrites soit directement sur le livre, soit sur des cartes découvertes. Vous avez également ici l'espace pour placer ces tokens-là. Donc ça, c'est illuminer la voie de Solomon Kane. Ça détermine le niveau de succès, en gros, sans entrer dans le détail, le niveau de réussite que vous pouvez avoir à l'issue de ce chapitre-là. Et puis les cartes ténèbres, vous en avez un certain nombre, et ça va timer chaque fois dans les chapitres, que ce soit un chapitre récit ou un chapitre scène, un petit peu le temps que vous avez pour réaliser, en fait, le nombre de tours que vous avez pour réaliser ce chapitre. Donc là, on pourrait très bien dire, pour un chapitre comme ça, où on pose le contexte, Solomon Kane rencontre quelqu'un, il doit le persuader, on pourrait avoir une carte découverte qui nous dit, mais attention, en plus de le persuader, vous pourrez peut-être essayer de trouver un objet à lui donner, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'une carte découverte nous donnera des options d'exploration, on pourrait peut-être discuter. Il y a un joueur qui joue, il pourrait par exemple commencer à lancer des dés, à les donner peut-être au joueur qui peut faire de la discussion pour lui permettre de réaliser plus facilement son action. Le joueur qui peut faire une discussion pourrait ensuite essayer de faire une discussion, et puis si jamais on n'y arrive pas, au fur et à mesure, on essaie de tourner, puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'aider pour réaliser ces actions-là. Tout en surveillant cette piste-là. Et puis généralement, il y a des déclencheurs pour la fin d'un chapitre qui sont soit on arrive au bout des cartes ténèbres, parce que chaque fois qu'une vertu joue, on tire une carte ténèbre, soit il y a des déclencheurs dans des cartes découvertes ou bien directement sur chapitre qui vous disent, voilà, une fois que vous avez obtenu ce succès-là, une fois que vous avez réussi à tuer telle personne, passez au chapitre suivant. Si je reprends le même exemple, ou un exemple très similaire pour un chapitre scène, dans les chapitres scènes, on va vous demander de placer en fait des... Alors là, c'est très mal placé, mais c'est pas très grave, en fait, des plateaux de jeu. On va vous dire, tiens, Solomon Kane commence ici, il y a peut-être des ennemis qui vont commencer ici et ici. On va également vous dire où commencent des ombres. Alors des ombres, c'est ce qu'on appelle des êtres immortels, au même titre que les vertus, qui n'interagissent pas, comme les vertus, directement avec différents éléments du jeu, mais qui vous procurent des malus négatifs, là où les vertus peuvent, grâce à leur aura, vous procurer des bonus positifs. Et puis, on va vous donner le spot de ces ombres. Donc les ombres, elles vont régulièrement apparaître, en fait, dans le jeu. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est les jetons qui servent à déterminer quel jeu l'ordre des joueurs, que vous attribuez à chaque joueur, puis que vous retournez une fois qu'un joueur a joué. Et puis sur le plateau, vous allez devoir placer peut-être des tokens, comme des tokens d'exploration, en fait, à des endroits. Voilà. Et puis, quand vous allez entamer un chapitre scène, de la même façon que pour un chapitre récit, au tout début du chapitre scène, on va vous donner en fait un certain nombre d'objectifs. Vous allez découvrir, au début de chaque chapitre, un certain nombre de cartes découvertes. Vous allez mettre en place un certain nombre de cartes ténèbres, et puis vous allez jouer au tour de rôle de la même façon. Donc il y a un joueur qui va commencer à jouer, qui va lancer des dés, qui va peut-être potentiellement déclencher des actions, peut-être qu'il va réserver ses dés, peut-être qu'il va il va les partager en fait avec un autre joueur pour l'aider. Si jamais par exemple on est sur une scène où le combat est privilégié, on va peut-être aider la vertu courage. Si c'est une scène dans laquelle il faut beaucoup se déplacer et explorer, on va peut-être à ce moment-là réserver des dés pour la vertu pour tempérance par exemple. Et puis, de la même façon, chaque fois, donc j'ai dit, quand vous terminez votre tour, vous tirez une carte ténèbres. Sauf qu'ici, les cartes ténèbres, au lieu de vous accorder donc des malus, elles vont vous donner les éléments pour faire bouger en fait les ennemis. Donc la carte ténèbres va vous dire comment se déplacent les ombres. Alors de combien, elles se déplacent généralement toujours vers Solomon Kane.
comment se déplacent les ennemis, où est-ce qu'ils se déplacent, etc., qui cherchent à attaquer. Donc les différentes figurines du jeu que vous contrôlez pas, qui sont vos ennemis, sont régies en fait par les cartes ténèbres, et puis il y a également en fait à la fin d'une carte ténèbres les zones de pop des ombres. Donc au fur et à mesure que les vertus déclenchent des actions pour permettre à Solomon Kane de bouger, Solomon Kane va se déplacer, va pouvoir parler peut-être avec des adversaires, en fait, là je disais des ennemis, mais parfois c'est pas encore clair, c'est pas toujours clair si c'est des ennemis ou non. Donc, parfois c'est des adversaires ou des amis, parfois il va devoir explorer, donc il peut effectuer un certain nombre d'actions, voilà, sur cette surface de jeu. La menace, elle vient généralement non seulement des ennemis et des ombres qui peuvent vous apporter des malus, mais il y a des règles qui sont spécifiques aux ombres. Si des ombres arrivent en fait sur votre zone, vous allez devoir tirer des cartes événements, et puis là il y a des choses pas sympas qui vont se passer. Alors les ombres, vous pouvez contrer leur déplacement grâce aux vertus potentiellement. Donc pendant les phases scènes, on a ce qu'on n'a pas pendant les phases récits, c'est-à-dire beaucoup de prise de décision. La prise de décision, en fait, elle est d'abord déjà de se dire dans quel ordre on va jouer les vertus, parce que là, pour l'instant, est-ce qu'on va plutôt essayer de combattre, de temporiser, etc. Donc ça influence sur l'ordre. En plus, quand vous lancez des dés, il faut réfléchir un petit peu à la façon dont vous allez combiner vos dés pour déclencher... c'est comme des ressources, en fait, ces dés, pour déclencher vos actions, à qui il va falloir les donner. Donc ça demande beaucoup de coopération, en fait. De ce point de vue-là, ce jeu-là, c'est non seulement un jeu coopératif, mais c'est vraiment un jeu où on ne peut pas être chacun dans son coin. C'est un jeu coopératif, parce qu'on joue contre le jeu, mais c'est un jeu qui force également beaucoup la coopération entre les joueurs. Et puis voilà, il faut essayer de remplir en fait son objectif de la même façon. Quand vous allez interagir avec des éléments ou les battre, vous allez peut-être être susceptible de tirer de nouvelles cartes découvertes. Si vous avez tué quelqu'un, par exemple, peut-être qu'il y aura des nouvelles cartes découvertes qui vont dire maintenant que vous avez tué cette personne-là, voilà ce qui se passe. Peut-être que vous allez découvrir un nouvel ennemi à tuer et que vous allez devoir trouver des objets. Donc ça va être matérialisé par les cartes découvertes. Il y a différents tokens aussi qui peuvent avoir différents rôles, que ce soit de mesurer une progression dans un objectif, de marquer des blessures sur des éléments, ou bien de trouver peut-être, comme c'était dans un cas, des différents composants. Parfois, quand vous allez explorer, vous allez trouver différents composants, et puis ces composants vont peut-être vous permettre, par exemple, de fabriquer des potions ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ces cartes découvertes-là, elles apportent non seulement des éléments pour progresser dans le chapitre en cours, que ce soit un chapitre scène ou un chapitre récit, mais elles apportent également des nouvelles mécaniques en fait, ou des nouveaux objectifs, des nouvelles petites règles, on va dire, pas des nouvelles mécaniques, mais des nouvelles règles, plutôt, voilà, qui s'inscrivent en fait dans les mécaniques qui existent déjà. Et puis vous vous baladez comme ça de chapitre en chapitre. Chaque fois que vous accomplissez un objectif avec plus ou moins de succès, jusqu'à la fin. Alors dans ce jeu-là, comment est-ce qu'on réussit ? Si vous arrivez au dernier chapitre, vous aurez peut-être un succès majeur ou un succès mineur, donc il y a des épilogues. Peut-être des défaites majeures, des défaites mineures. La plupart du temps, vous êtes susceptible de perdre le jeu quand ces compteurs-là arrivent à 0. Ces compteurs-là, en fait, permettent de vous accorder un certain nombre de bonus ou de malus, selon la position des compteurs, qui sont chaque fois liés en relation avec des vertus et avec des actions que les vertus peuvent effectuer. Si en fait vous arrivez à 0, c'est perdu. Et pareil, si le niveau de danger il est trop gros, vous perdez. Sachant que le niveau de danger il régule également le nombre d'ombres maximum qu'on peut avoir sur le plateau. Et comme je disais, les ombres, c'est un élément extrêmement pénible parce que ça vous donne des malus, ça donne des bonus aux ennemis, ça fait tirer des cartes événements qui vous apportent encore un peu plus la misère. Voilà. En termes d'interaction, quand on doit faire des tests, c'est généralement assez simple en fait. Ça revient à trouver la valeur de base du test.
Alors par exemple, ici, si vous voulez explorer, ça serait le nombre de jetons lumière que vous aurez posé ici. Et puis si vous avez cette vertu qui est en jeu, elle apporte une aura, donc il y aurait un +2, donc là ce serait 4. Votre valeur de base du test. Et puis vous devez généralement également tirer une carte événement, mais là par contre il faut aller regarder les chiffres qui sont en bas pour Solomon Kane, c'est celui-là. Et puis pour les autres ennemis, alors la plupart du temps, hein, pour les autres ennemis ça dépend de leur type en fait. Donc il y a différents niveaux de force en fait, on va dire, des ennemis. Voilà, donc il faut déterminer une valeur de base, tirer une carte événement, ça vous donne une valeur, et puis ensuite, que ce soit une carte découverte sur laquelle vous faites une action, ou bien le chapitre ici en cours qui vous dit que vous pouvez effectuer une action, ben, l'intervalle de votre réussite va vous dire, ben, pour résoudre le résultat de cette action, généralement, vous devez prendre une carte découverte, et puis ben, résoudre un petit peu ce qui se passe. Et chaque fois qu'il y a du texte narratif, donc vous lisez un petit peu ce qui se passe, puis en effet, bon, ici c'est très simple, hein, diminuer le danger de 1 par exemple. Parfois c'est plus en relation avec l'objectif de la quête, hein, et c'est un peu plus complexe. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire, c'est que Solomon Kane, c'est un jeu qui est narratif. Au début j'avais dit que c'était un jeu d'aventure, mais c'est un jeu narratif. On va choisir chaque fois une aventure. Il y a plusieurs chapitres et c'est non linéaire. On alterne des chapitres récits, des chapitres scènes, mais la structure est similaire. On dirige tous le même personnage qui est Solomon Kane. On le dirige de façon un petit peu indirecte, on va dire, à travers des vertus. La mécanique centrale du jeu, elle est basée sur des dés. C'est nos ressources en fait, les dés. Il faut arriver à combiner en fait les différents symboles qu'on a sur les dés pour pouvoir déclencher des actions. On peut déclencher des actions de sa vertu. Chaque vertu a son domaine de prédilection. On peut attribuer des dés aux autres joueurs pour les aider. Et c'est un jeu qui pousse fortement les joueurs à coopérer. Vous avez d'autres éléments que je n'ai pas détaillés ici, hein. Vous pouvez acquérir des bonus en fait, des jetons comme ça, ou des dés, qui vont vous permettre de plus facilement réaliser des combinaisons, ou bien de retirer une carte événement si le résultat ne vous plaît pas. Donc vous avez toutes sortes de bonus que vous allez pouvoir gagner. Vous les gagnez de la même façon en déclenchant des actions qui vous disent, ben voilà, maintenant que vous avez réussi cette combinaison, vous déclenchez une action qui vous permet de gagner par exemple un certain nombre de bonus que vous allez placer là. Voilà, donc ça c'est d'une façon assez superficielle les concepts du jeu. Moi je pense que si je m'attarde un petit peu sur ce que j'ai dit avant de vous donner un feedback un peu plus générique sur le jeu, je pense que d'avoir ce mélange de côté un peu jeu de dés, gestion de jeu de dés, qu'on ne retrouve pas forcément dans les Ameritrash, et puis d'avoir ce côté justement un petit peu plus Ameritrash, je trouve que c'est un mélange qui est assez original, et qui fonctionne assez bien, je trouve. Je trouve que le core système du jeu, avec les dés, il est assez intéressant, et il fonctionne bien. Et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu. Je trouve que ça fait vraiment un mélange original, couplé avec l'univers. Je trouve que ça apporte une touche un petit peu d'exotisme en fait à ce jeu-là qui est assez bienvenu et qui fonctionne bien, je trouve. Sur le côté coopératif, moi j'aime beaucoup les jeux coopératifs. Je pense que ça peut fonctionner très bien avec certains joueurs et moins bien avec d'autres joueurs. Je pense que si il y a un certain équilibre qui se joue autour de la table, enfin qui s'installe autour de la table, et qu'il y a une bonne émulsion qui se fait, ça peut vraiment être excellent de tous diriger Solomon Kane et de ne pas avoir chacun son personnage, et donc on peut se sentir impliqué en fait en guillemets dans le destin de Solomon Kane.
À l'inverse, alors là, sans parler du phénomène du genre alpha ou des choses comme ça, s'il y a des gens qui sont un petit peu en retrait, en fait, parfois, qui se reposent sur d'autres, parfois pour les guider ou pour prendre des décisions, ou qui peuvent être largués pour des raisons X, Y, comment on dirige tous le personnage, ben, il peut y avoir un effet en fait qui accentue ça, parce que on peut se dire bon si jamais j'ai pas suivi quelque chose, bon bah c'est pas très très grave. On va dire s'il y a des gens qui sont un peu plus distraits, ils pourraient se dire bah c'est pas très très grave parce que de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui va prendre en compte l'action de Solomon Kane. Sauf que c'est faux, ça contribue en fait à avoir une mauvaise gestion du jeu parce que c'est pas comme si chacun à son tour on pouvait diriger Solomon Kane de façon autonome. Chacune des vertus a vraiment ses spécificités. C'est pas comme s'il y avait un joueur qui pouvait dire ok ben moi je trouve que Solomon Kane ce tour-ci devrait se déplacer et puis taper. Et puis un autre joueur il se dirait bon bah à mon tour oui effectivement je trouve qu'il doit se déplacer et taper. Et puis chacun gère un petit peu à son tour Solomon Kane de façon décorrélée de ce que les autres ont fait. Non, ici, on peut essayer de réaliser plusieurs fois la même action, mais ça va être à travers peut-être l'utilisation d'actions qui ne sont pas à nous, mais qui sont sur d'autres plateaux, en attribuant des dés ou des choses comme ça. Donc ça force vraiment beaucoup la coordination. Et les gens qui aiment les jeux coop, mais qui aiment quand même avoir leur espace personnel en fait, et ben ça peut être au contraire quelque chose qui va les déstabiliser, et c'est très possible qu'ils décrochent. Voilà. Sinon en termes de mécanique, il y a un aspect que je ne vous ai pas encore détaillé, c'est le combat. Le combat, il est un petit peu plus complexe qu'un jet de compétences classique. Mais je vais revenir sur ce point-là maintenant que je vous ai détaillé un petit peu les concepts du jeu. Je vais vous donner un petit peu mon feedback en fait, un petit peu général sur ce jeu-là. À nouveau, c'est un feedback qui est issu aussi de mes expériences solo, mais c'est un feedback qui est avant tout issu de mes expériences en coop à plusieurs. Alors, je vais vous donner mon feedback maintenant sur le jeu. J'ai fait une petite pause technique. Prenez en compte que pendant cette partie où j'ai évoqué un petit peu les concepts, moi, je ne sais pas si ça s'est ressenti, mais j'étais plutôt enthousiaste, on va dire. Parce qu'il y a quand même des éléments qui sont assez enthousiasmants. Le fait d'avoir de la narration, le fait d'avoir une narration qui est non linéaire, le fait de tous s'impliquer dans le destin de Solomon Kane, le fait d'avoir une mécanique et un univers qui est assez original basé sur 2D, le fait d'avoir des éléments de découverte, de surprise, chaque fois qu'on interagit avec des tokens, des figurines, avec des éléments du jeu, ou qu'on réussit des actions, le fait d'incarner des vertus avec leur spécificité, c'est le jeu qui nous pose en fait à travers les ombres, les cartes, tout ça, qui nous met des bâtons dans les roues. Typiquement c'est le genre de jeu où moi je suis vraiment la cible en fait de ce genre de jeu. C'est plutôt positif. Là, en vous donnant mon feedback, je vais évoquer des éléments, je pense, qui sont plutôt négatifs. Bon, ça dépend de où on se place, en tout cas pour moi, qui sont plutôt négatifs. Mais tenez compte que dans la revue, j'ai évoqué ce que je viens de vous dire et que c'est quand même des éléments qui sont positifs en fait, d'accord, quand il faudra pondérer un petit peu le tout. Parce que terminer sur une note négative, parfois ça peut accentuer l'aspect négatif. Même si là, vous allez voir que dans ma conclusion, ça va être un petit peu, quelque part, ça va être un petit peu le cas. C'est juste pour vous dire, n'oubliez pas en fait tous les aspects positifs que j'ai pu déjà évoquer. Alors, ça va être un feedback sur lequel je vais prendre mon temps là à nouveau. Je vais d'abord faire une chose, avant de vous donner mon feedback.
Au risque d'être encore plus verbeux, je vais vous décrire un petit peu l'expérience, enfin non, pas l'expérience, mais dans quel contexte j'ai acheté ce jeu-là. Donc je vais revenir en fait à la campagne Kickstarter. Parce que si jamais je le fais pas, je vais avoir l'impression de ne pas être complet en fait. Donc il y a des choses qu'il faut que je vous explique. Avant de vous donner un feedback sur des éléments peut-être un petit peu plus précis. Certains, c'est parce que c'était mon ressenti, d'autres, c'est le ressenti de joueurs avec qui j'ai joué que j'ai gardé en fait à l'esprit. Ce jeu-là, alors je ne vais pas évoquer les retards, la gestion du projet, je pense. Enfin, peut-être je vais les évoquer, mais de façon indirecte. En tout cas, c'est pas l'objectif. Ça a déjà été largement discuté, je pense, dans le passé concernant ce jeu-là. Et ce jeu-là, je l'avais backé, moi, je crois que c'était en 2018. C'est une arlésienne, certes. Peu importe. C'est pas un jeu que j'attendais particulièrement. C'est un jeu que j'ai backé à la dernière minute. Pour tout vous dire, je me rappelle qu'il y avait sur la page de Kickstarter, il y avait des mecs ou un mec de chez Mythic qui avait un chat, j'avais posé des questions, j'avais pas eu de réponse, puis à la dernière minute j'avais backé le jeu. Ce qui m'avait fait backer ce jeu-là, c'était deux choses. D'abord, c'était l'immersion, le côté immersif du jeu, et je dis immersif et pas narratif. Alors, je le dis volontairement en fait, parce que pour moi il y a une vraie différence entre les deux, et je pense que ça ferait un sujet d'ailleurs de vidéo que je pourrais faire à part entière. On voit de plus en plus de jeux narratifs. Moi, je trouve que ça cache souvent... La narration, elle permet d'apporter une sorte d'intérêt, en fait, parce que à travers des éléments qu'on déroule, et parfois, cet intérêt-là, ou cet aspect narratif, il cache parfois des faiblesses en termes de mécanique ou ce genre de choses. Et en plus, parfois, ça diminue la rejouabilité d'un jeu, ça rend les jeux one-shot. C'est pour ça que, enfin, pour plein d'éléments que je pourrais évoquer dans une vidéo dédiée, moi, ce que je recherche, c'est pas avant tout les jeux narratifs. Ça me plaît, la narration, c'est une façon d'apporter de l'immersion, et moi, ce que je recherche, c'est avant tout l'immersion. Donc, ce jeu-là, il me plaisait parce qu'il y avait le côté immersif, en fait, qui est dû à plusieurs choses, et que je vais évoquer, justement, je vais évoquer chacun de ces points qui me faisaient dire que l'immersion dans ce jeu-là, elle pouvait être intéressante. Et puis, l'autre aspect, eh ben, c'était le côté original des règles. Alors, c'est un petit peu paradoxal, ça, parce que pendant la campagne, j'avais vu des vidéos de gameplay, il y avait des vidéos qui avaient été filmées. Alors j'avais bien fait attention à la page de Kickstarter, mais c'était difficile en fait de se rendre compte du gameplay. C'était assez laconique de ce point de vue-là. Et puis même les vidéos que j'avais vues, il y avait une vidéo dans un salon de jeux américains, ou dans un gros site américain. Il y avait une vidéo que j'avais vue sur un festival qui se déroule tous les ans, là, je crois que c'est à Paris, là où il y a pas mal de gravier, là, je sais pas comment dire. Il y avait une vidéo de partie qui était filmée, il y avait sur Trick Track, je crois, une interview avec une explication aussi. Et puis oui, j'avais encore vu une autre vidéo de gameplay avec, je crois qu'on appelle ça des ambassadeurs, c'est des mecs, c'est quelqu'un qui a fait filmer une partie dans un bar à jeu, en fait, quoi, avec un prototype. Et ce qui ressortait en fait dans ces différentes vidéos et dans des différentes interviews avec les personnes de chez Mythic, c'était quand même la partie qui était mise en avant, c'était quand même le côté figurine, il y avait des jolis dioramas, il y avait des plateaux, on nous promettait des histoires en fait qui étaient à embranchement, etc. etc. C'était quand même le côté, on va dire, le plus vendeur en fait, mais c'est pas une critique hein, pour dire. Donc le côté plus améritrage. Et puis sur les mécaniques du jeu, c'était assez... Je me disais, mais attention, est-ce que ça va vraiment me plaire, en fait, ce côté-là, avec les dés, etc. etc. Il faut bien faire attention avec ça, parce que parfois, on fait des erreurs de casting en se concentrant que sur un aspect d'un jeu qui nous plaît, et en mettant de côté un autre aspect. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui, en regardant juste grossièrement une page Kickstarter, ou bien... peut-être une personne qui fait alors, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, je crois des analyses Kickstarter ou des trucs du style. À travers des comparaisons qui sont parfois un petit peu réductrices, on risque d'acheter des jeux comme le 7e continent ou Tainted Grail et en omettant en fait des points, parce qu'on se concentre sur des points qui nous plaisent, et en omettant des points qui ne plaisent pas en fait.
J'avais essayé de faire attention à ça, en fait, sur ce jeu-là, et je m'étais dit, mais peut-être que, oups, cette mécanique de dés, justement, cette originalité, euh, et le fait qu'on contrôle tout Solomon Kane, même si jamais j'ai l'impression d'avoir un core système qui est vraiment pas abouti, et ça s'est révélé vrai hein, par la suite, avec toutes les dérives que ça a entraîné en termes de développement, je me suis dit, bah, je vais faire confiance au jeu, et puis je pense que justement, ce qui pourrait être un frein, ça pourrait être une force en fait. Et de ce point de vue-là, je trouve que le contrat, il est assez bien rempli. En fait. Donc c'est plutôt positif ça. En termes de mécanique, le côté, tout le déclenchement d'action avec les dés, comment on peut se les partager, tout ça en fait, tout ce système-là, je trouve qu'il fonctionne assez bien, il est assez bien foutu, il est assez intuitif, il est facile à prendre en main, tout ça je trouve super. Et puis j'ai découvert d'autres choses qui en termes de mécanique, par contre, m'ont un peu rebuté. Et c'est pas tellement les mécaniques qui m'ont rebuté, c'est plutôt l'implémentation en fait de ces mécaniques. Comment la sauce, enfin comment tous ces points s'articulent entre eux en fait. Et pour évoquer ces points-là, ben, je vais les évoquer à travers en fait un autre élément qui est celui de l'immersion. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça en fait. On va dire qu'il y avait différents éléments moi qui me faisaient dire que j'allais être en immersion avec lui. Alors, il y avait les figurines qui étaient très jolies, même si moi je trouvais que ça prenait trop de place et les standees, je me serais dit mais moi ça me va très très bien. Et ben, si j'évoque les figurines par exemple, je les trouve non seulement vraiment très très bien sculptées, très très belles, mais je trouve qu'elles dépassent même mes espérances. Les socles, les figurines sont fines, mais qu'ils soient capables de faire de belles figurines, ça on le savait déjà depuis un moment en fait, avec des épées qui tiennent bien. Ils ont des technos qu'ils ont déjà détaillés dans des précédents Kickstarter où ils ont du PVC high grade qui est mélangé avec de l'ABS pour les zones les plus rigides. Et cette techno, ben, ils l'améliorent, donc on sait, ça c'est pas nouveau en fait, qu'ils sont capables de faire ça. Néanmoins, quand j'ai vu les figurines, ben, j'ai quand même été enthousiasmé et vraiment bien surpris. Au moment où j'ai fait le déballage, je me suis dit, mais waouh, ces figurines, la sculpture elle est vraiment ultra lisible, ultra claire, les volumes sont vraiment bien délimités. Mais en plus, ce qui m'a vraiment séduit, moi, c'est la composition en fait. C'est un mélange de tout, c'est le design, la pose. Je trouve que chaque figurine est vraiment bien composée. Alors, j'ai pas réglé le niveau de zoom. Je mettrai peut-être des photos, mais par exemple, lui, on l'a dans Bruit d'ossement, je crois, en fait. Il est vraiment chouette. Euh, Juste ce personnage, lui, c'est dans la bête Gironde, là, c'est une sorte de loup-garou qu'on doit traquer, en fait, c'est l'aventure qui fait penser à la bête du Gévaudan. Au tout début, ben, il est un petit peu chahuté par la foule, si je me rappelle bien du scénario. Et puis c'est quelqu'un qui se traîne comme ça, qui a été mutilé. Je crois que c'est lui, hein, il me semble. Hein. Il me semble que c'était cette figurine, ça fait un moment qu'on l'a joué, cette aventure. Vraiment excellent. Le gros loup, il était vraiment chouette aussi, il est ailleurs. Ici, j'avais sorti quoi Ça, c'est les bandits qu'on a sur... J'avais sorti le paquet La chasse aux sorcières, où il y a quelqu'un qui se fait... Enfin, il y a quelqu'un qui se fait passer en guillemets pour un répurgateur comme nous, il est accompagné de plein de bandits. Il y a également des arbalétriers que j'ai pas sortis là, dans cette aventure. Enfin bref, les figurines sont vraiment excellentes. Les villageois qu'on a dans cette aventure sont cool. Les vertus qui sont grandes sont chouettes. Donc vraiment, je déballe Solomon Kane, je regarde les figurines, et je les trouve vraiment excellentes. Et puis, bon, moi j'avais pas l'intention de faire une vidéo de déballage en fait, donc j'avais déballé ça dans mon coin quand j'avais reçu ce jeu-là, je m'étais dit je ferai une revue plus tard. Et puis je commence à déballer les différents paquets découverts, donc là j'en ai sorti 3, j'ai encore l'ogre là, ou bien là, les trucs hantés là qui est ouvert derrière. Et puis là je me dis, mais punaise, quoi. Où sont passés
les panoramas en fait. Dans la campagne en fait, moi il y a un élément qui m'avait vraiment séduit, c'était des panoramas qu'on constituait à travers des cartes comme ça en fait, mais avec des dessins à la Time Story, c'est-à-dire que les cartes on les mettait les unes à côté des autres, et en fait ça dévoilait un panorama comme dans Time Stories en fait. En tout cas c'était la réflexion que je m'étais faite. Et puis derrière le panorama il y avait des éléments comme on peut les trouver ici. Et ces panoramas ils étaient vraiment beaux. Ils étaient... En fait, on retrouve un petit peu des illustrations, quelques illustrations dans le livre de règles qui doit être dessous. Si je vous en montre un petit peu, là, il y a un ou deux exemples. Ils étaient vraiment très très beaux. Et voilà, comme celui-là, je trouve ça vraiment magnifique. Il y en avait d'autres de collines qui étaient dans des teintes un peu plus désaturées. Donc on avait la campagne anglaise, on avait des collines un petit peu verdoyantes, mais avec un vert qui était très terne. Et je me disais, mais vraiment, ça faisait vraiment écho. Je trouve vraiment ça, en termes d'ambiance, en termes d'immersion, c'était vraiment super. Et puis pourquoi je m'étais dit que c'est un élément important pour moi? Parce que je m'attendais pas en fait à une partie narrative qui était très riche. Et elle l'est pas. Mais c'est pas grave, en fait, quelque part, pour moi, c'est pas un défaut. Alors, peut-être que certaines personnes qui écoutent ça vont considérer ça comme un point négatif. Si je leur dis que la partie narrative, elle est simple, pour moi, c'est pas une surprise parce que je connais Solomon Kane, je sais que les histoires, elles sont relativement simples. Comme je l'ai dit au début, Solomon Kane, bon, voilà, il est confronté à une situation, une bête, il la chasse, il la tue. Bon, c'est très réducteur de dire ça, mais il n'a pas vraiment d'état d'âme, en fait, il passe pas par plein d'états d'âme, ses objectifs sont assez clairs, ses interactions elles sont assez claires en fait, et comme c'est basé sur les histoires, je ne m'attendais pas à quelque chose de narratif très très détaillé, quoi. Et en même temps, c'est pas très grave, parce que je pourrais prendre d'autres jeux où la partie narrative elle n'est pas extrêmement développée, comme les Demeures de l'épouvante, c'est un jeu dans lequel on évolue sur des tuiles comme ça, avec de l'aventure, des scénarios. Souvent, il y a des portails, des cultistes, et puis même si c'est assez basique, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la façon dont la narration elle est implémentée, avec les interactions du jeu. C'est ça qui doit être intéressant. Si l'histoire elle est basique, pour moi, c'est secondaire. Et là, je m'attendais à voir des histoires qui sont assez basiques, avec des choix qui sont assez basiques, et c'est le cas. C'est une narration qui est assez simple en fait, qui est pas très, voilà, qui est assez simple en fait, que je trouve vraiment pas exceptionnel. Mais pour moi, c'était pas très très grave parce que je m'étais dit, mais ce qui compte, moi, c'est que je sois dans le jeu à travers différents éléments et notamment à travers ces dioramas. Et puis ces dioramas, ben, ils ont disparu. Moi, quand j'ai ouvert en fait le jeu, après j'ai regardé, je me rappelle, j'ai regardé quelques vidéos de déballage et je me suis dit, mais alors j'avais regardé État des jeux, je crois. Une ou deux, hein, une fois qu'on les a vues, une ou deux, on les a toutes vues. Une super chaîne, un mec qui est très sympathique, que je connais pas, hein, mais une super chaîne, État des jeux. Et puis je crois que j'avais regardé une partie du déballage de Utif ou Fabrice Strange, je sais plus en fait. Un des deux, peut-être les deux là, comme ça, c'est fou. Et puis je me disais, mais est-ce ils ont été confrontés à la même chose que moi, en fait? Et puis je crois qu'ils n'étaient pas allés assez loin dans leur déballage, ils n'avaient pas vu ça, quoi, en fait. Ça m'intéresse en fait d'avoir votre avis vis-à-vis de ça, quoi. Je pense que sur ce point-là, il y a un tas de personnes qui ne se rappellent même pas de ça du Kickstarter, en fait. Et je pense même que les personnes qui découvrent Solomon Kane maintenant et qui n'ont pas suivi le Kickstarter, elles vont pas avoir l'impression que ça manque. Que ce point de vue-là, il manque. Et pour tout vous dire, là je suis en train de parler de ça comme si c'était quelque chose de très négatif pour moi en termes d'immersion, mais la vérité c'est que le jeu il fonctionne sans ça. Il fonctionne bien. En fait, là je suis déjà en train de vous teaser un petit peu le fil rouge de mon feedback. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas un élément qui est bloquant dans ce jeu-là, mais il y a plein d'éléments qui contribuent en fait à descendre mon évaluation, mais vraiment progressivement descendre mon évaluation de ce jeu-là. C'est une somme de choses qui me font dire que ce jeu-là, il aurait vraiment pu être super, mais que l'ambition, elle était
peut-être trop élevé et que du coup, ben, non seulement les objectifs ils ont été revus à la baisse, mais en plus, on est encore au-dessous de ça, je pense. Peut-être que ça a été communiqué, en fait, cette histoire de diorama. On a tellement de communication de la part de Mythic. Ça, à nouveau, c'est pas une critique, hein, mais le problème, c'est que s'il y a une information importante, elle se perd dans tout ce bruit-là. C'est un peu le défaut d'avoir de la surcommunication, mais c'est un choix. Et peut-être que je ne l'ai pas vu passer, en fait. C'est pour ça que je l'ai découvert au déballage, mais de toute façon, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il y a une partie du jeu que j'ai vue au moment de la campagne, et cette partie du jeu, ben, elle a été tronquée. Et à la place, on se retrouve avec ça, je pense. Avec ce genre de livret. C'est pas juste le fait d'avoir des dos noirs, je pense que derrière les cartes, je ne me rappelle pas, hein, parce que là je suis pas allé revoir les vidéos dont je vous parlais, je suis pas retourné sur la page. C'est ce qui me reste de souvenir de la campagne, qui est déjà très très vieille. Mais ça, je pense, ces éléments, ils étaient derrière des cartes, quoi. Et donc, ben, moi je devine qu'ils ont dû simplifier leur jeu, parce qu'ils avaient déjà peut-être un core système à revoir en termes de règles, en termes d'équilibre, parce que le jeu il n'était pas fini au moment, il était loin d'être fini. Si vous aimez, alors c'est pas le but de cette chaîne, hein, ici c'est pas Voici ou Paris Match, mais si vous aimez en fait ce genre d'histoire, allez voir un petit peu sur différentes chaînes ou sur différents forums qui expliquent un petit peu les relations à ce niveau-là entre l'auteur et puis Mythic, comment il a fallu reprendre un petit peu le jeu, etc. etc. quoi. Parce que bon voilà, il n'était pas abouti, donc ils ont été confrontés à tout un tas de problèmes pour terminer leur jeu. Et il y a des choses qui ont sauté, qui ont dû être simplifiées. Et puis ben voilà, ben maintenant on a ces livrets où il n'y a que du texte en fait, hein, parce que le reste il y a de la mise en place, pas un paix d'images en fait. Et puis ben quand on a une histoire qui est très basique, en termes d'immersion, ben, c'est un des éléments qui font que ben, déjà ben, le jeu il perd des points, quoi, voilà. Mais, comme je le disais, c'est pas un élément bloquant. Les personnes qui savent pas ça, bon ben, elles vont même pas s'en rendre compte, elles vont se dire, bon voilà, le jeu il est parfaitement jouable, il fonctionne très très bien, voilà. Si je continue à évoquer un petit peu du matériel avant d'aller sur des éléments un petit peu plus concrets de mécanique qui sont plus importants, les tuiles, j'avais l'impression d'avoir des rendus aussi différents en fait, sur les exemples qu'on nous avait montrés. Et quand je les ai vus, j'aime bien le style, j'aime bien l'ambiance qui se dégage des tuiles, cependant, je trouve qu'elle manque de définition. Je trouve que c'est bien d'avoir des teintes qui sont désaturées, un petit peu sombres comme ça, mais si on a des textures en fait qui manquent de définition, si les environnements en fait ils manquent de relief, en fait, ils manquent de profondeur, je trouve, et manquent de contraste également, et ben ça donne des tuiles qui sont assez génériques en termes de texture, et qui sont pas très très lisibles, qui sont très sombres. Alors attention, là à nouveau, je tiens à pondérer, c'est pas des tuiles qui sont moches ni quoi que ce soit. C'est juste que je faisais la comparaison avec les demeures de l'épouvante, c'est 10 fois mieux quoi. En termes de surface, par rapport aux figurines, parfois c'est un peu petit, c'est pas très pratique, mais je vais pas me prendre de ça parce que le jeu il prend énormément de place. Quand vous avez plusieurs joueurs, chacun avec le plateau, il faut de la place à côté. Il faut les figurines qu'on a mises de côté, il faut tous les paquets, il faut ce gros machin ici, il faut les tuiles qu'on a parfois dans les scènes, parfois il faut changer les scènes, donc on a les tuiles de côté, ça prend énormément, et puis parfois les paquets de découvertes, il y a plusieurs cartes qui s'alignent les unes à côté des autres. Ça prend énormément de place, donc je vais même pas me plaindre sur la taille des tuiles en fait, qui est trop petite par rapport aux figurines. Elles auraient été plus grandes sur ce jeu-là, je pense que ça aurait été compliqué aussi. Toujours est-il qu'en termes de rendu, j'ai l'impression que c'est la même taille en fait, les carrés, que les tuiles que j'ai dans Claustrophobia. Si je regarde les dessins qu'il y a dans Claustrophobia comparé à ces tuiles-là, c'est le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, Claustro, c'est... Bon, après, c'est un prix. C'est un prix. C'est sûr que quand vous engagez des mecs comme pour faire du character design comme Alexis Bricot qui bosse pour Marvel, qui a un talent fou, ou bien d'autres personnes qui sont très talentueuses mais pas au même niveau, ben c'est pas le même temps pour faire des dessins, c'est pas le même talent et donc forcément c'est un prix quoi. Donc les tuiles
elles font le taf, on va dire. On va dire qu'elles font le taf, c'est pas une critique négative, d'accord. Mais c'est pas, comme les figurines, quelque chose qui nous fait dire waouh, là vraiment ils sont au-dessus du lot, quoi. Donc, en termes d'immersion, ben, ça remonte pas un petit peu le niveau, en fait, on va dire. Et puis les figurines, moi je vais pas les peindre sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu one-shot, alors on a beau nous dire que c'est rejouable, franchement il y a des embranchements, parfois vous avez exactement le même. C'était dans La chasse aux sorcières, je m'en rappelle, dans une des aventures là. La chasse aux sorcières, où parfois il y avait des. Mais c'est pas le seul en fait. Je sais plus où j'ai mis le bouquin là. Où parfois il y avait des chapitres. Je vous ai dit qu'il y avait des embranchements, parfois vous allez dans un chapitre et dans un autre. Un chapitre scène, ce qui va changer, c'est le nombre de cartes ténèbres. Parfois, vous avez un ou deux tours supplémentaires. Parfois, il y a une ombre de plus. Parfois, il y a une vertu en moins, quoi. Et parfois, le texte est exactement le même. Donc, en termes d'embranchement, c'est assez limite, hein, parfois. De temps en temps, c'est intéressant. Parfois, ça a très très peu d'intérêt, les embranchements. Donc, avec le fait que la narration, elle est basique, comme je disais, moi, je me vois pas refaire en fait des scénarios, quoi, plein de fois. Quoi. Une fois qu'on l'a fait une fois, ça suffit. Les figurines, elles sont très très belles. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire juste un sun drop dessus? Non, quoi. J'ai envie de les peindre et ça va me prendre du temps. Et ça me dérangerait pas de les peindre, mais j'ai d'autres trucs à peindre. Le problème, c'est que si j'avais pas d'autres trucs, ok, mais là, je vais avoir des figurines grises sur le plateau. Elles sont très belles aussi, mais ça questionne quand même le fait de se dire sur un jeu narratif la pertinence d'avoir des figurines aussi belles que celle-là et de ne pas avoir l'option d'avoir des standees, quoi. Faut quand même se... Parce que là, en termes d'immersion, quand c'est tout gris, c'est pas forcément... Alors, à nouveau, ça, c'est un petit point de détail. C'est pas un point négatif. Franchement, c'est pas un point négatif. Elles sont très belles, je suis très content. J'ai pas à me plaindre des figurines. Elles sont très très bien. Moi, j'aurais juste voulu quelque chose qui prenne un peu moins de place, peut-être. Mais on va dire que le jeu, voilà, à travers le matériel, en termes d'immersion et en termes de narration, il se distingue pas vraiment, en fait, je trouve, quoi. Donc, je vous ai dit que j'avais pledgé le jeu pour cet aspect-là, et puis parce que les mécaniques, elles me semblaient intéressantes. Donc déjà, le contrat en termes d'immersion, ben, il est rempli, mais à la limite, quoi, on va dire, juste ce qu'il faut, quoi. Donc ça donne une note, pas négative, mais qui est moyenne, on va dire, qui est dans la moyenne, qui n'est pas exceptionnelle. Et en termes de mécanique, et ben justement, il y a des choses qui font descendre cette note-là. Des choses qui m'ont rebuté un peu, et encore, moi, par rapport à d'autres joueurs avec qui j'ai joué, je crois que j'ai été encore assez tolérant vis-à-vis de ça. Je vais vous expliquer deux choses. Enfin, je vais vous expliquer ça à travers deux exemples. Un exemple un peu macro, et puis un exemple un peu plus précis. Je vous ai dit qu'il y avait différents types de chapitres. Il y avait des chapitres récits et des chapitres scènes. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont dire, mais c'est super en fait, qu'il y ait ces deux types de chapitres. Ça permet de structurer en fait la narration. C'est pas faux, hein. Et puis il y a d'autres joueurs comme moi qui vont dire, mais ouais, ça permet de structurer la narration, mais moi je vois surtout le côté négatif là-dedans. C'est-à-dire que, ok, peut-être que le déroulement d'un tour il est très très similaire, et les joueurs qui trouvent que ça structure la narration, ils vont y voir une certaine harmonie en fait, grâce à ça. Mais moi ce que je vois, c'est que chaque fois il y a un setup différent à faire. Imaginez, vous commencez un chapitre scène, vous devez mettre en place des tuiles. Vous avez beau vous dire que ça prend 5 minutes, c'est de 5 à 10 minutes quand même, le temps de bien contrôler si on n'a pas fait d'erreur. Les points de spawn, est-ce qu'ils sont bons, les points machin, est-ce qu'ils sont beaux, les figurines, et encore ça c'en est un petit. Hein. Mais parfois, et puis en plus ça c'est le premier scénario je crois que j'ai fait. Donc, prenons plutôt un scénario que j'ai fait un peu plus tard. Celui-là, à la fin on est dans la forêt si je me rappelle bien, au tout début, voilà. Donc là il y en a plus. Au début on est dans un village, là normalement avec les gens qui chassent. Bon, c'était celui-là, je confonds. Voilà.
les gens qui chassent le mec dont je vous parlais. Là, il y a beaucoup plus d'éléments, c'est plus compliqué, ça prend plus de place. Donc, vous devez réserver toute une zone de jeu de votre table. Vous ne savez pas exactement la taille que ça va, enfin la forme que ça va être. Et puis, vous êtes au début d'un chapitre, il faut mettre tout ça en place. Il faut mettre des cartes découvertes. Et en plus, dans ces cartes découvertes, vous avez de nouvelles règles. Donc imaginez, vous commencez un chapitre comme celui-là, vous faites de la mise en place, vous lisez ça. Vous devez comprendre en fait qu'ici, il y a des actions qu'on peut faire, avec des objectifs. Donc parfois, il y a des nouveaux éléments qu'il faut assimiler. Vous avez des cartes découvertes que vous devez lire. En plus, dans ces cartes découvertes, vous avez, si je prends la baie de Gironde là, vous avez des nouveaux éléments en fait qu'il faut essayer de comprendre en fait. Donc vous devez lire ça. Ah d'accord. Donc là vous allez devoir dire attention, on a ces tokens là qui servent à faire ça, ça qui sert à faire ça, on a une nouvelle action. Parfois on peut poser des dés là-dessus. Donc il y a des nouvelles règles. Vous faites un chapitre scène qui dure peut-être, je sais pas moi, 20-30 minutes. Et encore, ça peut durer un peu plus. Et puis là vous arrêtez, vous devez faire un chapitre récit. Vous devez enlever tout ça, vous devez prendre d'autres cartes découvertes, potentiellement vous avez des actions, vous allez chercher d'autres cartes découvertes, il y a des règles, et puis dans le chapitre récit, il y a des nouvelles choses, que vous avez des nouveaux objectifs, et puis la façon de réaliser ces objectifs. C'est pas tout le temps la même, c'est pas tout le temps les mêmes actions. Parfois ça va être des actions de discussion basiques, parfois c'est un petit peu plus... Enfin, même si c'est ça, c'est la façon dont c'est amené, c'est dire, ok, il faut accumuler un certain nombre de trucs, à travers des actions peut-être, mais il faut assimiler en fait ces concepts-là, ces règles-là. Enfin, ces concepts-là, parce que ça s'inscrit dans les règles, dans les concepts qui existent, mais c'est chaque fois des points de règle qu'il faut assimiler. Et puis parfois, vous faites un chapitre scène, vous allez devoir mettre en place des choses, et puis vous allez peut-être jouer pendant 10 minutes, enfin pardon, vous mettez en place un chapitre récit, vous allez devoir jouer pendant 10 minutes ou 15 minutes. Hop, après, vous passez un chapitre scène, il faut mettre en place un plateau. Ça vous prend 10 minutes. Vous jouez sur ce chapitre-là, et si ça se trouve, parfois, avec un concours de circonstances où on va dire un ennemi s'est déplacé d'un point A à un point B, et il y a une des conditions qui dit que si jamais il arrive à ce point-là, et puis parce que vous n'avez pas très bien joué, parce que vous n'avez pas bien priorisé en fait lors de tour des vertus, et que vous n'avez pas pu interrompre certaines choses, et bien peut-être que ça va durer 10 minutes aussi. Imaginez, vous faites 5 minutes de mise en place. Pardon, vous faites 5 minutes de mise en place pour un chapitre récit. Là, je m'emballe un peu là. 5 minutes de mise en place pour un chapitre récit. 10 minutes de mise en place pour un chapitre scène. Vous jouez 5 minutes ou 10 minutes le chapitre récit. Vous jouez 15 minutes le chapitre scène, et puis vous devez vous interrompre et refaire une mise en place. Enfin, je pense que là, vous comprenez où je veux en venir. C'est que le jeu, il est vraiment haché, je trouve, quoi. C'est très dur de... Enfin, moi, j'aurais préféré que ce soit le plus harmonisé qui... Ce fait qu'on passe chaque fois de... Qu'on ait des chapitres, je veux bien, mais qu'on ait des changements, en fait, à chaque chapitre, en fait, de configuration, c'est beaucoup trop lourd, en fait, je trouve. En fait, ça pointe à un défaut que je vais encore appuyer avec le cas plus particulier que je vais vous détailler, qui est que ce jeu-là, pour moi, il est pas suffisamment streamliné, il n'est pas suffisamment fluide, en fait. On se pose des questions, Sans côté, un autre élément dont je vais parler qui concerne les règles, on se pose des questions, parce qu'on a des nouvelles cartes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est les objectifs. Tout ça, c'est très découpé, en fait, par de la mise en place, et ça nous sort du jeu, et c'est extrêmement lourd, en fait, sur une séance de 4 heures, d'avoir dû comprendre chaque fois des nouvelles petites règles qu'il y a dans les... Puis en plus, il faut faire attention, parce que ça peut paraître simple, mais il faut vraiment bien lire, pas passer à côté d'un truc, parce que le pire, c'est encore après 2 heures de se dire, ouais, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est à peu près ça, vous avez mal lu, en fait, une phrase, puis vous avez ruiné, en fait, parce qu'il y avait une nouvelle règle, vous avez ruiné, en fait, votre... Ça nous est un petit peu arrivé aussi. C'est de notre faute, hein, quelque part, mais... Sur 4-5 heures de jeu, quand on a autant de mise en place à faire, ça prend autant de place sur la table, machin, ça casse le jeu, ça sort du jeu, et ça contribue à nous sortir du jeu, en fait, justement, et ça casse en plus l'immersion, quoi.
Je vais donner un exemple plus précis, ce coup-ci, ça c'était un exemple un peu générique sur la façon dont est structuré le déroulement d'une partie, l'enchaînement des chapitres. Je vais prendre un exemple plus précis à travers les combats. Généralement, quand vous devez combattre, vous allez avoir deux types de cartes qui sont utilisées. Ces cartes combat-là, qui sont recto-verso. Alors je vais en prendre une, je vais prendre la dernière. Comme ça, j'ai pas besoin de... parce qu'elles sont dans l'ordre. En fait, c'est la première en l'occurrence. Donc il y en a pour vous et pour Solomon Kane. C'est-à-dire que quand Solomon Kane il attaque, il va utiliser ses cartes, et puis quand les autres ils attaquent, ils vont utiliser leurs cartes. Alors déjà ça en plus c'est un truc qui n'est pas très bien précisé dans les règles, mais passons. Et puis, vous devez déterminer un score. Comme je l'ai expliqué avant, il y a chaque fois une valeur de base en fait, d'accord, et puis avec des modificateurs. Et puis vous tirez une carte événement qui est l'ultime modificateur, et puis ça vous donne un score. Puis les ennemis ils font pareil en fait. Et quand vous avez un score, vous avez un petit texte qui vous décrit un petit peu l'ambiance de l'action, et puis vous avez en face un certain nombre de cartes qu'il va falloir tirer, qui sont les effets du combat. Donc imaginez maintenant, parfois j'ai plusieurs cartes en fait de combat, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs en fait. Donc en fonction des ennemis, dans la baie de Gironde, s'il y avait les loups, je me rappelle, il y avait plusieurs cartes, il y avait Solomon Kane qui avait plusieurs cartes et tout, il y avait les loups, il y avait la bête, machin, truc chouette. Il y a une créature qui vous combat, elle fait un certain score, vous allez devoir chercher l'effet ici. Donc vous cherchez l'effet. Normalement, là, dans un combat, parfois vous jetez un dé, vous piochez une carte, et puis une action de combat, il faut que ce soit résolu en 10 secondes, quoi, même pas en 5 secondes. Ici, vous calculez votre score, vous tirez cette carte, vous avez le score final, vous allez chercher une carte ici, elle a des effets, vous appliquez les effets, il y en a une autre, ok, vous allez chercher l'autre, parfois il y en a trois, vous appliquez les effets, après c'est à Solomon Kane de combattre, pareil, il va chercher une carte pour lui, machin. Vous allez tourner ça, parce qu'après les effets sont un petit peu différents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À nouveau, là, vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est pas fluide en fait. Alors, ils ont voulu faire ça pour personnaliser les combats. Pour avoir du texte en fait, c'est-à-dire, tiens, une fois en fonction d'un score, Solomon Kane, il peut planter sa rapière ici, ou il peut faire reculer son adversaire, ou ce genre de choses. Et puis un petit peu de texte narratif, machin, machin. Enfin, texte narratif, de texte d'ambiance, pas de texte narratif, qu'est-ce que je raconte? L'intention, elle est louable en fait, sauf que c'est typiquement le genre de fausses bonnes idées pour moi, qui, dans sa réalisation, n'est pas concluant. À l'image d'autres choses que j'ai évoquées, comme justement cet aspect mise en place, nouvelles règles dans les cartes découvertes, chapitres, récits, scènes. Ça, c'est encore un élément qui contribue pour moi à ne pas fluidifier le jeu. J'aurais préféré en fait, surtout que les textes d'ambiance qui sont décrits là, moi je l'ai observé quand on jouait à plusieurs. Il y en a certains qui les lisent tout le temps, d'autres qui les lisent jamais, parce que en fait, au bout d'un moment, comme ils veulent aller vite, ils les lisent carrément pas. Ils passent tout de suite à ça, et puis là-dessus non plus, personne ne lit ce petit texte en fait, on regarde l'effet. Et puis il y en a d'autres qui le lisent tout le temps, et puis il y en a d'autres qui commencent par le lire, comme moi, et puis au bout d'un moment qui arrêtent de les lire. Donc finalement, voilà. Je pense que un joueur solo, lui, il va vraiment prendre le temps parce qu'il est tout seul à jouer, et puisqu'il a besoin d'immersion qui n'est pas apportée par l'émulsion, en fait, par les interactions avec les autres joueurs. Peut-être que lui, il va systématiquement lire ce texte-là. Mais en coop, c'était plus un frein, en fait. C'est extrêmement mal matérialisé, en fait, je trouve, ce genre de choses. Ça contribue à... J'aurais préféré en fait avoir un dessin très très simple. On tire une carte combat en fonction d'un score, ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas, un autre système, quoi. C'est pas bien foutu, quoi. Qu'on puisse varier les effets des combats, ça je comprends. Mais il aurait fallu le faire autrement pour que une action de combat, elle prend pas 2 minutes à être résolue, quoi. Ce soit plus fluide, en fait. Je sais pas. En tout cas, c'est pour moi encore un élément qui contribue à faire que ce jeu-là, il est pas streamliné, en fait. Et c'est encore un point négatif, en fait. C'est pas bloquant, ça fonctionne. Tout comme l'alternance récit
saine, ça fonctionne, mais c'est un ensemble de points négatifs qui me font d'évaluer le jeu, quoi, et qui me donnent une impression. Alors peut-être que cette impression, elle est très personnelle, elle est très subjective, mais moi, j'ai l'impression que ce jeu-là, ils ont dû c'est comme s'ils avaient dû trancher en fait un petit peu. En fait, c'est comme si au fur et à mesure du développement du jeu et des retards accumulés, et ils avaient dû en fait déprioriser des éléments importants dans leur backlog pour finalement arriver à livrer le jeu, et qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez abouties en fait. C'est plein d'éléments qui n'ont pas été assez aboutis. Et pourtant, quand on regarde le jeu comme ça, de prime abord, franchement, ces plateaux qui sont très bien faits, qui sont très lisibles, qui sont très clairs. Même les tuiles, je disais, si elles sont pas exceptionnelles, elles sont quand même chouettes. Les figurines excellentes, les dés sont bien, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui sont bien. Mais en termes de mécanique et la façon dont tout ça s'agrège, en fait, il y a plein d'éléments qui me font dire que c'est comme si l'idée en fait là d'avoir ça pour les combats, elle était bonne, mais l'implémentation, elle était pas exceptionnelle, et que finalement on s'arrête à la peut-être deuxième itération d'une idée d'un système sur le combat, sur l'enrichissement du combat. Alors que normalement, en fait, quand on arrive à ça et qu'on joue pas mal, on devrait voir les défauts, ce qui pour moi est des défauts, et puis on devrait faire une nouvelle itération peut-être pour simplifier, pour se dire, tiens, là, quand on observe pas mal de joueurs, on voit bien qu'il y en a qui vont plus lire les textes, on voit bien qu'il y en a certains qui prennent trop de temps à résoudre une action de combat, en fait. Et puis tout ça, ça prend de la place sur la table, parce qu'il faut poser parfois plusieurs cartes, machin, ça contribue en plus à prendre plus de place sur la table. En termes d'organisation, c'est pas simple, en fait, quand on joue à plusieurs. Je trouve que c'est... Donc, plein d'éléments qui pour moi me donne un sentiment de ne pas avoir été assez poliché, en fait, je sais pas comment dire quoi. Ça me manque. C'est comme si j'avais sur pas mal d'aspects un jeu qui n'était pas encore assez abouti. Sur d'autres, c'est tout à fait le contraire, comme les figurines, ce genre de choses. Et puis sur certains points, soit ils ont tronqué, soit en fait il y a eu une idée en fait qui n'a pas été assez aboutie. Mais peut-être parce qu'il fallait déjà compenser en fait des manques. Moi je me dis parce qu'ils ont dû compenser en fait en termes de règles, il a fallu. Ils ont peut-être tellement dû se concentrer sur des choses basiques parce qu'ils prenaient du retard et que c'était pas fini, que des choses élémentaires comme celle-là, elles sont passées à la trappe, alors que c'est élémentaire. Parce qu'à la base, il faudrait déjà que le cœur système il soit béton en fait, quoi. Donc, quand vous devez travailler peut-être le cœur système, ou bien la façon dont les cartes découvertes, quand vous devez travailler sur ces cartes-là pour avoir quelque chose qui tient la route sur l'ensemble des aventures, et en plus avoir assez de renouvellement avec toutes les aventures qui sont proposées, peut-être que vous passez à côté d'éléments aussi importants que celui-là, quoi. Je pourrais vous parler encore d'autres choses en fait dans ce feedback. J'ai parlé un petit peu des règles. Alors le livre de règles, il est joli, il est très lisible, il est bien rédigé, mais pourtant c'est pas un bon livre de règles pour moi. Ils ont fait le choix de structurer de telle façon à avoir en fait un référencement qui est pratique pour quelqu'un qui connaît le jeu. Et moi, je vais vous dire, là je cite pratiquement dans le texte une personne de chez Mythic qui a dit, quand on a critiqué en fait des défauts sur ce livre-là, c'est pas qu'il y a des... En fait, contrairement à des précédents livres de règles, c'est pas qu'il contient des coquilles, ou qu'il est mal rédigé, d'accord. C'est pas ça ce que je veux relever, comme par exemple ça Pulet, je crois, sur Reichbuster. Non, c'est pas ça. Ce livre-là, ce que j'avais entendu dire d'une personne de Mythique, c'est que quand vous aurez joué au jeu, vous verrez que le livre de règles, il va vous paraître clair. Je crois que c'était pratiquement ces mots-là qui ont été employés. Ouais, je veux bien, mais d'une part, déjà, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, il est très incomplet pour moi, il manque des choses qui sont pas précisées. Mais en plus, moi, j'ai envie de comprendre tout de suite le jeu à la première lecture. Et quand on lit ce livre de règles, c'est une très bonne introduction au jeu, on comprend le jeu dans sa globalité,
mais on ne sait pas y jouer avec, on n'y trouve pas toutes les règles pour y jouer avec toutes les spécificités. Ou alors les éléments ils sont splittés quoi. Genre à un moment je crois que il y a un chapitre sur les ombres qui vous détaille en fait un certain nombre de règles sur les ombres, mais par contre il y a des interactions avec les ombres qui sont détaillées ailleurs quoi en fait. Alors forcément en termes de référencement c'est peut-être plus facile d'avoir des thèmes comme ça, mais quand vous voulez apprendre les règles c'est compliqué et il manque beaucoup de choses. Moi je pense que le nombre de personnes qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on garde comme élément en fait à la fin d'un chapitre, quels sont les dés qu'on garde, quels sont les trucs qu'on garde ici, qu'est-ce qu'on garde en fait, je pense qu'il y en a plein qui se sont posés ce genre de questions élémentaires. Il n'y a pas de coquille, mais en termes de rédaction parfois c'est très très malheureux parce que le wording utilisé il n'est pas bon. Je me rappelle d'un exemple, alors il est imprécis dans ma tête, mais c'était... Je crois que l'exemple, c'était celui qui vous disait que vous pouvez en fait potentiellement attribuer des dés à l'action centrale d'un autre joueur. D'une vertu jouée. Attention, parce que si elle n'est pas jouée, c'est pour vous pouvez utiliser les trois actions d'un plateau d'une vertu non jouée. Mais d'une vertu jouée, vous pouvez utiliser l'action centrale. Donc moi je joue tempérance, un de mes potes joue justice, je pourrais en fait placer des dés ici. Et nous, on s'est posé la question, mais attendez, parce qu'il faut payer un dé supplémentaire. Mais il faut payer un dé supplémentaire quand on pose en fait un dé, parce qu'on parle de cases. Et après, en fait, dans le wording, on parle d'action, alors qu'en fait, l'action, elle ne fait pas référence en fait à une action, mais c'est à l'action de pose. Donc il y a deux fois le même mot. Il faut bien faire attention en fait au wording. En fait, c'est un élément qui est important. Moi, je me dis que c'est vraiment une erreur de débutant presque, j'ai envie de dire. Il y a des mots-clés, des mots qui sont réservés, qui sont en rapport aux règles, et il ne faut pas les utiliser en fait pour décrire des généralités en fait. Donc du coup, on s'est posé la question, est-ce que c'est le fait d'utiliser l'action qui nous fait gaspiller un dé supplémentaire, c'est-à-dire que là, si j'en ai 3, je pourrais faire ça, et puis il faudrait que je paye un dé supplémentaire, ou est-ce que c'est ça? Je pense qu'on ne peut pas faire très très loin dans ces discussions, parce que si on se dit que c'est un dé et puis que c'est infaisable, du coup peut-être qu'on va se dire que finalement on peut quand même déclencher l'action si plusieurs personnes payent cette action centrale, et donc on ne vire pas les dés à la fin de chaque tour d'une vertu, parce qu'à nouveau, à la fin d'un tour, quand on parle de déclencher des actions ou bien de purger les dés, on fait référence souvent à ces actions. C'est très incomplet en fait. C'est pas mal rédigé, mais c'est très incomplet, et donc c'est pas un bon livre de règles pour moi. Pour des raisons différentes que d'autres livres de règles dans le passé, chez eux, ont pu être mauvais, comme peut-être sur Règlebuster. C'est incomplet en fait. Il faut aller voir des FAQ, il faut aller voir des vidéos, il faut aller voir des trucs, parce qu'on a des doutes. Et puis en plus, on a à chaque fois des nouvelles règles qui sont introduites parfois par des cartes découvertes, et parfois on se pose des questions. Je me rappelle, je crois que c'était dans la chasse aux sorcières, je crois. Enfin là ça me fait penser à un truc dans Bruit d'Ossement, là dans la taverne, mais c'était pas ça. Dans la chasse aux sorcières, à un moment il y a deux groupes en fait, il y a les bandits, en gros les truands, les soldats, et on doit les faire se déplacer. C'est pas très très important parce qu'on peut très facilement trancher vis-à-vis de la règle qui nous est exposée, mais c'était pas très clair en fait là. Est-ce que en fait comment est-ce qu'on détermine s'ils doivent se déplacer ou infliger un dégât? Bon, là c'est vraiment l'exemple le plus simple. Il y a eu des exemples beaucoup plus complexes que ça en fait, où parfois on se pose des questions et c'est un peu plus pénible parce que il faut qu'on réfléchisse quoi. Donc, encore des choses qui contribuent en fait à, même après 4 parties, en fait, après 4 aventures, hein, on est encore en train de se poser des questions en fait, parfois. Bon, j'ai déjà été très long, il faut que je conclue sur cette vidéo. Là, je pense que je suis en train de vous, à nouveau, soit de vous saouler, soit de devenir de plus en plus inintéressant. Je vais juste en fait ajouter un mot sur le solo et puis sur la façon de se procurer ce jeu-là. Il y a un mode solo où on dirige qu'une seule vertu, c'est Providence. La première fois que j'ai joué en jeu, moi pour apprendre le jeu, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai aussi testé le jeu en solo avec plusieurs vertus. Ça fonctionne très très bien. C'est pas un jeu où on perd en termes de mécanique si jamais on y joue en solo, parce que parfois même dans les jeux coop il y a des informations cachées où on y perd. Là c'est pas le cas. Par contre, quand on joue qu'une seule vertu, on perd beaucoup en termes de richesse d'interaction.
Donc oui, effectivement, cette vertu elle a été faite pour jouer en solo, mais ça on le voyait déjà dans la campagne que c'était quelque chose qui avait été rajouté un petit peu, enfin qui n'était pas forcément prévu à la base, j'ai l'impression. C'est le souvenir que j'en ai. Donc ça fonctionne, ça simplifie un peu le jeu, mais on y perd beaucoup. Mais c'est possible. Donc maintenant en solo, on peut jouer avec les 4. Oui, alors c'est possible, mais par contre, en termes de gestion, c'est plus compliqué. Alors on n'a pas cette perte-là. Mais ce qu'on gagne en fluidité avec ce truc-là, en solo, ben, on le perd avec 4 plateaux de vertu. Et ce qu'on perd en termes de mécanique, de combinaison, ben, ici on l'a toujours, quoi. Donc je pense qu'en solo, il faut essayer de faire attention, peut-être sur votre état d'esprit, si vous avez envie de faire une petite aventure rapide, peut-être de temps en temps prendre Providence. Puis si vous êtes vraiment dans le jeu, bah, de temps en temps prendre les 4. Mais il faut essayer les deux pour alterner. Il ne faut pas se concentrer que sur une façon de faire, je pense. Néanmoins, je pense que le sweet spot pour ce jeu-là, c'est 4 joueurs. Il fonctionne en solo, mais comme la narration elle est assez pauvre, comme au niveau des règles, parfois on se prend la tête, c'est plus facile quand on a des gens autour de soi qui nous aident à chercher ou à trancher. Et puis 4 joueurs, tout le monde a une vertu. Moi je pense qu'il a été pensé pour 4 joueurs. Et en plus, il y a cette émulsion en fait autour de la table qui se passe, qu'on n'a pas en solo. Donc il fonctionne en solo. Mécaniquement, il est tout à fait jouable en solo, mais je pense que le sweet spot c'est 4. À 2 avec chacun de vertus, je ne sais pas ce que ça donne. À 3 avec ça, parce que ça j'ai testé avec quelqu'un qui joue pas une vertu. Si la vertu elle n'est pas présente, parfois il peut y avoir des déséquilibres. Vraiment je pense que le sweet spot c'est 4 joueurs. Et en solo, même si ça fonctionne, moi j'aurais tendance à pas acheter ce jeu là pour faire du solo. Ça me permet de conclure sur est-ce que je recommanderais ce jeu là ou pas. C'est pas forcément une information que je donne quand je fais des revues, parce que généralement quand on me demande si je recommande un jeu, dans 99% des temps c'est potentiellement oui, mais je pose des questions avant pour savoir ouais, qu'est-ce que tu cherches, machin, machin. C'est-à-dire que potentiellement je recommanderais le jeu. Bon, bah, pour ce jeu-là, je dois avouer que c'est assez rare pour que je le souligne ici, mais je pense que la réponse c'est non. Je pense que la réponse c'est non parce que, en fait, je pense qu'il y a mieux, tout simplement. Quand je vois la place que ça prend, le prix, même si pour ceux qui l'ont baqué, bon, bah, eux, ils l'ont déjà, c'était une bonne affaire, très très bonne affaire même, je pense. Euh, Moi, je pense qu'en fait, ouais, je pense qu'il y a mieux. En fait, c'est même pas le prix, en fait, c'est le temps. Ça demande beaucoup de temps ce jeu, quoi. Donc si vous y jouez très très régulièrement, si vous jouez très régulièrement avec plein d'amis, bah, vous allez faire tourner ce jeu-là, ça va, mais comme ça prend du temps, moi je préfère m'orienter vers d'autres jeux en fait. Et à ce stade-là, je vais pas jouer. Enfin, je me posais encore des questions, je vais pas jouer les autres aventures. J'ai longtemps hésité en fait, mais je pense que je vais revendre le jeu. Donc, ils avaient dit qu'ils allaient rouvrir le Kickstarter entre la vague 1 et la vague 2. Bah, finalement, ça n'a pas été fait. Moi, c'est pour ça aussi que j'avais pris que la boîte de base. Je m'étais dit, attends, je vais déjà voir si jamais il me plaît. Et après, je prendrai des extensions. J'ai bien fait de faire ça. Et de ne pas faire un all-in. Bah, ils vont pas le faire finalement parce qu'il y aura un reprint. Sur la boutique, il y aura des boîtes et des extensions à vendre. Je crois que pour la première vague, il y en avait déjà. Ou il y en aura. J'ai pas suivi l'actualité, j'avoue. Quelques boîtes restantes, entre guillemets, en fait. Mais il y en aura d'autres après dans la boutique. Donc, soit le deuxième reprint, soit la boutique, soit le marché de l'occasion, parce que comme je vous le dis, déjà, il y a des gens qui vont avoir le même sentiment sur le jeu, et puis il y en a d'autres qui vont faire les aventures, et puis qui n'auront juste pas envie d'y rejouer, quoi. Donc moi je pressens un marché de l'occasion avec des prix qui sont peut-être élevés maintenant, j'ai pas cherché, mais quand il sera plus disponible le jeu, les prix vont descendre, et je pense que ce sera un troisième canal à envisager pour vous procurer ce jeu-là si vous en avez envie. Bon, j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux comme d'habitude parce que je suis très long. Ben, au moins j'espère que j'ai été assez complet dans cette revue-là. Et puis n'oubliez pas que le feedback que je vous donne, il est très personnel.
Si vous voulez retenir quelque chose d'un petit peu plus objectif sur cette revue-là, regardez en fait la partie où je décris les concepts. Voilà. Sur ce, je vous souhaite tout bon et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!